je suis forcément très heureux d'être là parce que je suis venu d'abord en cabotin pour adorer être à la présidence et avoir un pareil public. Alors vous avez un petit peu chaud, mais il faut se souvenir que l'homme est d'origine tropicale et que la paléontologie, finalement, qui est ma discipline, n'est pas très intéressante puisqu'il suffit d'ouvrir la télévision. Regardez ce soir la météo, qu'est-ce qu'on vous dira? On vous dira il pleut, il ne fait pas beau. On vous dira il fait froid, il ne fait pas beau. Donc qu'est-ce qui fait beau pour l'homme? C'est chaud et sec. Donc voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Donc je suis paléontologue, mais j'ai commencé par être archéologue parce que j'étais dans une région où l'archéologie était plus importante que la paléontologie, c'était en Bretagne. Et j'ai fouillé de grands, on peut en parler tout à l'heure, de grands monuments mégalithiques, de grands tumulus. Et je suis en train, au bout, vous voyez, de cette carrière, de m'occuper de l'entrée de ces monuments mégalithiques au patrimoine mondial de l'humanité. C'est drôle parce que j'ai fouillé ça, je n'avais pas 20 ans, et je suis aujourd'hui à plus de 80. Merci beaucoup, j'aime bien les silences qui suivent. En général, quand je parle à des jeunes gens, et notamment à des très jeunes gens, je commence par donner ma date de naissance et puis j'attends un petit peu. Et je suis sûr qu'à la sortie, il y en a qui comptent encore. Donc la question n'est pas là. Mais donc je suis au bout de cette existence, enfin, de cette existence professionnelle, de tenter de faire entrer ces mêmes monuments au patrimoine mondial. Et ça marche bien, ça marche bien. Chaque fois que je vois la directrice actuelle, directrice générale de l'UNESCO, je lui dis « J'ai 100 000 tonnes de granit sur les bras, ouvrez la porte, ouvrez la porte ». Elle me dit « Avec grand plaisir, mais ça ne dépend pas que de moi ». Donc la question n'est pas là. Et après, je suis devenu paléontologue, c'est-à-dire que j'ai couru l'Afrique. J'ai couru l'Afrique d'abord, j'ai couru l'Asie après, un peu moins l'Amérique tropicale surtout. Et en Afrique, aussi bien qu'en Asie, il se trouve que j'ai découvert ou participé à découvrir ou collaboré à découvrir des quantités de restes de vertébrés fossiles, mais aussi d'hommes fossiles, d'hominidés fossiles, dont on parlera tout à l'heure. Alors ma carrière, j'ai commencé au Centre national de la recherche scientifique, comme beaucoup, et à ce moment-là, j'étais assistant à la Sorbonne. Et puis ensuite, je suis parti au Jardin des Plantes, non pas dans une cage, mais à l'Institut de paléontologie forcément. Et j'y ai fait un petit bout de carrière avant de rentrer dans l'enseignement supérieur et de devenir professeur d'anthropologie biologique. Donc ça a été ma première chaire. Et il se trouve que très vite, enfin très peu de temps après, j'ai été appelé au Collège de France, où je suis depuis, où j'ai eu une autre chaire qui s'appelle paléoanthropologie, c'est à peu près la même chose, vous voyez, anthropologie et paléoanthropologie, et cette fois-ci, ça s'appelle paléoanthropologie et préhistoire. Donc voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai fait dans mon existence, et vous allez vous reconnaître surtout les gens, la participation féminine va bien reconnaître ce que je vais vous dire. Quand je dis c'est tout ce que j'ai fait dans mon existence, ma femme, quand elle est là, ajoute, c'est vrai. Vous voyez, je ne sais pas si ça a été bien ressenti, mais un petit peu. Alors, je suis ici, évidemment, pas pour vous parler de moi, mais pour vous parler de l'homme et de l'homme préhistorique, et de son origine, etc. Et vous allez voir, c'est tout simple, c'est vraiment très simple. L'homme, l'humain, que vous êtes, que nous sommes, que je suis, l'humain est forcément un être vivant. Donc l'histoire de l'homme, c'est une partie de l'histoire de la vie. Ça va de soi, hein. Jusque-là, c'est tout simple. Et cette histoire de l'homme remonte donc à plus de 4 milliards d'années, puisqu'on pense que la vie est apparue sur la Terre il y a 4 milliards d'années. Alors, est-elle apparue sur la Terre? A-t-elle été ensemencée sur la Terre? On n'en sait trop rien. Mais même si elle a été ensemencée, elle vient du système solaire, c'est-à-dire de notre système stellaire. Et ça revient un petit peu au même. Si on n'est pas d'origine terrestre, on est d'origine du système de notre étoile. Donc, ça veut dire à peu près la même chose. Donc, nous voilà
sur la Terre, nous voilà il y a 4 milliards d'années. Et donc cette histoire de la vie se confond un peu avec l'histoire de la Terre, c'est-à-dire l'histoire de, comme on l'a dit, du système solaire, et puis l'histoire de notre galaxie, qui est la Voie lactée, et du coup l'histoire de l'univers. Alors vous voyez, quand on dit l'origine de l'homme, on est projeté, enfin c'est scientifique, hein, on ne peut pas faire autrement, on est projeté vers l'origine de la vie, et puis on est projeté vers l'origine de l'univers qu'on ne connaît pas. Alors les astrophysiciens, j'espère qu'il y en a dans la salle, mes collègues astronomes et astrophysiciens ont une jolie réflexion à cet égard. Ils disent que l'origine de l'univers, c'est une question ouverte. Ça, j'adore ça. Hein. En général, ça veut dire que la science ne sait pas quoi répondre, c'est ouvert. Dieu, c'est pareil. Hein. Quand on dit « et Dieu », c'est une question ouverte. C'est déjà quelque chose, c'est pas fermé. Donc c'est bien. Donc ne me questionnez plus à cet égard-là, c'est fini. On n'en sait rien. Mais les astrophysiciens, toujours, moi c'est pas mon boulot, mais disent que si on ne connaît pas l'origine de l'univers, on connaît la date, désormais, de la première perception de l'univers. C'est très impressionnant, hein, la première perception de l'univers. Et on perçoit l'univers au moment où il fait jour, finalement. Parce que là encore, les astrophysiciens, encore une fois, j'espère qu'il y en a dans la salle, disent qu'avant, c'est opaque. Donc quand c'est noir, on ne voit rien. Hein. Donc on est tranquille. Avant, on ne voit plus rien, on ne voit absolument rien. Et à partir d'un certain moment, on voit quelque chose. Et ce certain moment, il a été daté, et il aurait autour de 14 milliards d'années. Mettez-vous bien ce chiffre dans la Terre, c'est le premier, dans la tête, dans la Terre aussi. 14 milliards d'années, on dit 13,7, mais vous savez, 13,7, c'est un chiffre beaucoup trop précis. Il se trouve que j'ai rencontré l'Américain qui a fait ces datations. Il s'appelle John Maser et il m'a dit, tu sais, j'ai fait une première mesure, j'ai obtenu 13 milliards 5, et puis j'ai fait une deuxième mesure, j'ai obtenu 13 milliards 9. Alors j'ai dit 13 milliards 7, je dis, ne fais pas de soucis, ça ira comme ça. Donc on dit 14 milliards, quoi. 14 milliards, c'est honnête. Donc on connaît, on peut raconter l'histoire, c'est ce que je veux me permettre ce soir, de raconter l'histoire des 14 derniers milliards d'années. C'est pas mal, hein? 14 derniers milliards d'années. Lorsqu'au Collège de France, je rencontrais des spécialistes de l'époque romaine, ils me disaient c'est épouvantable. J'ai vraiment l'air de ne rien faire du tout avec mes petits 2000, 3000 ans, 3 millénaires. Mais évidemment, l'intérêt n'est pas lié à l'ancienneté, hein, rassurez-vous. Donc 14 milliards d'années, nous voilà dans cette première perception de l'univers. Et à partir de 14 milliards d'années, c'est extrêmement intéressant ce que l'on va reconnaître, ou du moins ce que les astrophysiciens nous raconteront, c'est que la matière apparaît, elle apparaît extrêmement dense, extrêmement chaude, extrêmement désordonnée. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, à partir de ce moment-là, tout change. Tout change tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le climat changeant d'aujourd'hui, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que l'homme aujourd'hui, il y a peut-être sa part, mais on en reparlera le cas échéant. Mais de toute façon, tout change tout le temps. C'est-à-dire que j'appelle ça le syndrome de ma belle-mère. C'est méchant, hein? Et ma belle-mère commence toujours ses phrases en disant « Avant, c'était beaucoup mieux. Avant, c'était mieux. Et aujourd'hui, c'est épouvantable, et demain, ce sera effrayant. » Et donc, le syndrome de ma belle-mère, il a existé de tout temps. Et j'ai beau expliquer à ma belle-mère qu'aujourd'hui, en effet, c'est différent d'hier et que demain, ça sera différent d'aujourd'hui, ça ne passe pas la rampe, quoi. Donc, aidez-moi. Et ceci veut dire que tout change tout le temps. Et cette matière perçue des 14 milliards d'années, elle va se transformer, et se transformer dans le sens, dans un sens. C'est ça qui est aussi important, dans une direction. Et ce sens, c'est de plus en plus compliqué, mais de mieux en mieux organisé. Mieux en mieux organisé et de plus en plus compliqué. C'est formidable. Parce que d'un coup, on a toutes les clés des 14 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on a les clés d'une histoire qui évolue dans un sens. Et si elle évolue dans un sens, c'est qu'elle a du sens. Merci. Je finis à nouveau.
Donc, enfin, encore une fois, il n'y a pas de message dans mon histoire, pas du tout. C'est un constat scientifique. Ne m'attaquez pas sur les messages, il n'y en a pas. Moi, je suis un scientifique froid et je fais ce que je peux avec les informations que l'on me fournit ou que je découvre. Et puis, ces informations, elles s'organisent comme elles peuvent, et elles peuvent très bien varier, évoluer, changer, puisque c'est la manière dont la science progresse. Donc nous voilà dans un milieu où tout évolue, où tout change, dans le sens de la complication et dans le sens de l'organisation, dans des lois, au milieu de lois physiques, alors ça c'est essentiel aussi, qui elles ne bougent pas. On a de la chance, hein, autrement on ne comprendrait rien du tout. Donc depuis 14 milliards d'années, les lois physiques de l'univers n'ont pas bougé. Ah, quelquefois on me dit, votre carbone 14 il est bon, mais ça a changé depuis le temps où on le date. Pas vrai. Ces lois physiques n'ont pas changé, et encore une fois, ça nous facilite bien la tâche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Je ne pourrais pas vous dire grand-chose parce que je ne suis pas compétent, mais en gros, il y a des éléments extrêmement simples et désordonnés, sous la forme de ce qu'on appelle des quarks, ce qu'on appelle des particules, et puis tous ces éléments-là s'organisent en atomes, et puis les atomes s'organisent en molécules. Ça veut dire que les molécules sont plus compliquées que les atomes sont plus compliqués que les particules qui les composent, etc. Et un beau jour, il y a seulement 4 milliards 600 millions d'années, à peu près. Hein. Évidemment, il y a une marge d'erreur, mais 4 milliards 600 millions d'années, pas 5, s'installe un système stellaire, un système d'une étoile, comme une autre, qui s'appelle le Soleil, c'est pour ça qu'elle nous intéresse. Et ce système stellaire s'installe comme n'importe quel système stellaire, avec une étoile et puis plein de poussière qui n'a pas fait partie de l'étoile, qui n'est pas rentrée dans la composition de l'étoile. Donc toutes ces poussières, petit à petit, s'agglutinent, s'agglomèrent et fabriquent différents objets. C'est aussi un terme d'astrophysicien, différents objets qui sont les comètes et qui sont aussi les planètes. Et parmi les planètes, il y a la nôtre, la Terre, à laquelle on tient à juste raison. Et cette Terre, elle s'installe donc, cette Terre, il y a 4 milliards 600 millions d'années, autour de son étoile, le Soleil. Et coup de chance, je ne peux pas dire ça parce que ça a l'air d'être une attitude tout à fait partisane, mais il se trouve que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres de son étoile, et qu'étant donné la masse de l'étoile, la masse de la Terre, et étant donné la distance qui les sépare, eh bien, l'atmosphère qui va petit à petit s'installer autour de la Terre et l'eau qui va s'installer sur la Terre vont rester sous la forme sous les formes liquides et sous la forme gazeuse. Beaucoup de chance, parce que Mars, comme vous savez, est beaucoup plus éloigné du Soleil, et Mars est une petite planète, beaucoup plus petite que la Terre, et très froide, et Vénus, qui est superbe, qui est plus grosse que la Terre, est beaucoup plus proche du Soleil, et elle est tout à fait brûlante. Et bien sûr que les atmosphères et les eaux EAUX, parce qu'il faut se méfier, dans mon métier, il y a tellement d'eau OS, donc n'ont pas tenu comme elles ont tenu sur la Terre. Alors qu'est-ce qui se passe sur la Terre? La Terre, une fois composée, une fois constituée, elle est chaude, mais petit à petit elle se refroidit, et puis aussi elle dégaze et elle dégage aussi de l'eau, donc à la fois des gaz et de l'eau, mais les planètes ou les objets qui sont dans l'espace du Soleil, dans l'espace du système solaire, vont frapper sur la Terre. La Terre n'a aucune protection à ce moment-là. Et ces objets-là vont lui apporter un peu plus de gaz, un petit peu plus d'eau. Et il semble, me dit-on, que les comètes soient surtout les fournisseurs d'eau de la Terre. Moi, je veux bien. Hein. En tout cas, toujours est-il qu'après 500 millions d'années, vous voyez, j'interrogerai tout à l'heure. Hein. Donc, perception de l'univers, 14 milliards. Début du système solaire, 4 milliards 600 millions. Ça va?
Et donc, en 500-600 millions d'années, pour faciliter le calcul après, en 600 millions d'années, donc autour de 4 milliards d'années, il se trouve que la Terre a reçu son eau et son gaz. Ça y est, elle est fournie en eau, elle est fournie en gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son atmosphère est installée autour d'elle. Il y avait déjà un peu d'atmosphère au début autour de la Terre. C'est Pierre Lénard qui me dit ça. Mais enfin, l'atmosphère est d'autant mieux constituée et d'autant plus installée autour de la Terre et faisant un peu obstacle à toute agression désormais. Et l'eau est là, c'est-à-dire que les océans sont en place avec bien sûr une géographie tout à fait différente de celle d'aujourd'hui, mais peu importe. L'eau est là, le gaz est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette matière qui n'a qu'une envie, c'est de se développer vers plus compliqué, mieux organisé, plus compliqué. Qu'est-ce qu'elle va faire? Avec son obsession, c'est une espèce de loi universelle, hein. L'obsession de se compliquer et de s'organiser. C'est bizarre ça quand même, hein. Explication, question ouverte. En tout cas, cette matière sur la Terre, en l'occurrence dans l'eau, les molécules, vont faire quoi? Vont devenir plus compliquées, mieux organisées. Vous voyez que c'est tout simple. Et là aussi, j'ai fini. C'est l'essentiel. Et donc ces molécules vont se réunir, alors on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop sous quelle poussée, mais probablement dans le fond des océans, grâce à l'argile, qui est souvent un catalyseur, enfin l'éthyle à ce moment-là, j'en sais rien. Et en tout cas, les molécules se réunissent et se réunissent en cellules. Voilà l'étape suivante. Et la cellule, c'est une entité, c'est une personnalité, c'est déjà une personne, c'est une entité qui a une membrane, donc il y a un extérieur, un intérieur, un extérieur. Ce n'était pas le cas des molécules, ce n'était pas le cas des atomes. Et donc on se trouve avec ces petites entités qui ont surtout qui sont surtout dotées d'un caractère extraordinaire, c'est qu'elles ont la possibilité de se reproduire. Et se reproduire, ça paraît un mot comme ça en l'air, et quand on est paléontologue, parce que c'est là qu'on commence à intervenir, quand on est paléontologue, on est très impressionné de voir que dès 4 milliards d'années, cette dotation de la cellule de pouvoir se reproduire est tout de suite extrêmement utilisée, extrêmement employée. Et ces cellules se multiplient, au point que, comme certaines cellules ont des éléments qui se conservent, ça finit par faire des blocs, ça finit par faire des roches, ça finit par faire des massifs rocheux, qu'on appelle parfois des stromatolites, mais il n'y a pas que des stromatolites. Donc c'est tout de suite extrêmement exubérant. La vie est étonnante, vous savez. Et puisque là, il s'agit de la vie, hein, on est passé d'un système, disons, inerte, ce qui n'est pas tout à fait vrai, à un système vivant. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, on est dans la continuité avec quelque chose de nouveau. Et j'utilise volontiers cette expression anglaise. Ce n'est pas parce qu'elle est anglaise, mais je la trouve tout à fait appropriée. C'est « sometimes, more is different ». Autrement dit, vous avez des molécules, des molécules, et puis des molécules accumulées fabriquant une cellule, tout d'un coup, c'est différent. Ce ne sont que des molécules agglutinées, agglomérées, qui font une cellule, et le fait que ce soit une cellule, c'est un petit peu plus de complexité, et tout d'un coup, c'est différent, puisque ça devient susceptible de reproduction. C'est drôle, ça, hein? Enfin, moi, je trouve ça tellement drôle. Et donc, cette vie, elle va, aussitôt qu'elle est apparue, se développer de façon surprenante, à travers la Terre entière, à travers tous les océans, toutes les eaux EAX possibles et imaginables, puisque à ce moment-là, la vie est dans l'eau. Et autrement dit, elle va s'adapter, c'est le grand mot, adaptation, elle va s'adapter à 36 milieux tout autour de la Terre. Et elle va s'adapter de manière très extravagante, très étonnante. La vie est surprenante, tous les biologistes ont dû vous le dire. S'ils ne vous l'ont pas dit, ils vous le diront.
la vie est extraordinaire dans son développement, dans son évolution, avec toujours cette obsession de survivre absolument, de sauver l'espèce absolument. C'est drôle, c'est comme l'obsession du début de cette matière, enfin qui continue, hein, de cette matière qui n'a qu'une envie, c'est de se compliquer et de s'organiser. Et là, cette matière qui toujours continue à avoir cette obsession de s'organiser et de se compliquer, va en plus avoir l'obsession de conserver absolument l'espèce qui a été fabriquée, bricolée, pour qu'elle survive. C'est quand même drôle. Et au point qu'à chaque fois qu'il y a des spores, à chaque fois qu'il y a des pollens, à chaque fois qu'il y a des fruits, à chaque fois qu'il y a des éléments reproducteurs, ils sont multipliés au possible par des quantités quelquefois incroyables, j'allais dire astronomiques, mais non, on est sur Terre. Et pourquoi? Pour qu'il y en ait qui soient sauvés. Il y a tellement de pertes dans la nature que pour arriver à sauver l'espèce, il faut multiplier les éléments qui sont susceptibles de la voir apparaître. C'est pour ça que l'homme crache, je ne vous dis pas combien, mais un nombre de spermatozoïdes épouvantable. On a honte par rapport au malheureux ovule qui attend patiemment. C'est la même chose. Non, mais c'est vrai. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc, nous voilà dans cette histoire naturelle extravagante, vraiment extravagante. C'est-à-dire que la nature est pleine d'idées, pleine de créativité, pleine d'idées de bricolage. Quelquefois, on passe d'une espèce à l'autre avec un morceau d'un organe qui devient un morceau d'un autre organe dans l'espèce suivante. C'est vraiment du bricolage et ça continue jusqu'à aujourd'hui pour la survie, toujours pour la survie. Et la grande loi de cette histoire-là, c'est donc l'adaptation pour survivre. Et comme je vous avais parlé dans la matière inerte, dite inerte, de ce paradoxe plus compliqué mais mieux organisé, ou mieux organisé mais plus compliqué, pour la matière vivante, je pourrais vous dire de plus en plus diversifiée, mais contrôlée, de mieux en mieux contrôlée. La génétique, qu'est-ce que c'est que la génétique? C'est un coup de frein à cette histoire de créativité débridée. Et la génétique fait qu'un homme et une femme, ça ne fera pas un petit éléphant. Et donc, il y a quand même un contrôle, un frein dans cette espèce de grande folie de fabrication de formes et d'espèces et de genres et d'adaptations nouvelles. C'est drôle, hein? Et alors, cette vie-là, enfin, moi, je trouve ça toujours très drôle. Cette vie-là, on l'a vu apparaître dans l'eau, et comme elle va se compliquer, c'est le cas de le dire, vers mieux organisé, qu'est-ce qui va se passer? Les premiers êtres vivants, il y a 4 milliards d'années, sont unicellulaires. Ben, devinez, ils vont devenir pluricellulaires. C'est un peu bête, hein? Alors, les unicellulaires vont demeurer, hein, puisqu'il y en a beaucoup. Pascal Cossard les connaît par cœur. Et les pluricellulaires vont apparaître dès 2 milliards d'années, pratiquement tout de suite. Et ces pluricellulaires vont bien sûr se développer, bien sûr se diversifier, et se diversifier au point qu'un beau jour, là je vais très vite, parce que je vois le temps qui tourne, les 14 milliards d'années me passent sous le nez là, vont se diversifier et vont apparaître un beau jour, toujours dans l'eau, des êtres avec un squelette interne. Alors là, il y a une notion de progrès qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis convaincu, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est un mot compliqué, un mot difficile à employer, mais je crois vraiment qu'il y a en partie un progrès. C'est le hasard, je peux bien le croire, mais il y a quand même un progrès. En ce sens que les premiers poissons, sont des êtres avec une vraie cotte de mailles, c'est-à-dire qui sont plutôt rigides en ce qui concerne toute la partie antérieure de leur corps, alors que les premiers êtres à colonne vertébrale, à cordes, C-H-O-R-D-E, ces premiers vertébrés ont un squelette interne, comme vous et moi, et le squelette interne, ça a quand même un avantage, c'est que ça entraîne une mobilité plus grande, une souplesse plus grande.
On fera des essais tout à l'heure, vous verrez. On ne ressemble pas aux poissons cuirassés des premiers âges. Et ces premiers vertébrés à colonne vertébrale apparaissent, autant que l'on sache, autour de un peu plus de 500 millions d'années. Enfin, de manière précise, on a trouvé le premier en Chine, enfin pour le moment, il a 535 millions d'années, je crois. Donc voilà. Et tout ça, ça se passe dans l'eau. Et puis un beau jour, on dit que la vie sort de l'eau, parce qu'il n'y a personne sur le continent à ce moment-là. Il n'y a personne sur la Terre à ce moment-là, sur les terres, disons. Sur la Terre, il y a toujours l'eau et toute sa vie qui se développe, mais il n'y a personne sur les terres. Or, sur les terres, un beau jour, on dit que la vie sort de l'eau. Alors, c'est une jolie manière de donner un avantage à la vie, mais c'est tout à fait faux. En fait, c'est l'eau qui s'est retirée. L'eau s'en va, et puis l'eau revient, puis l'eau s'en va, puis l'eau revient. Donc, mettez-vous à la place des plantes ou des animaux qui vivent dans l'eau et puis qui n'ont plus d'eau, et puis qui retrouvent l'eau et puis qui perdent de l'eau. Ben, ils s'efforcent de s'adapter. Et finalement, il y en a qui réussissent cette adaptation. Et petit à petit, les algues d'abord, les invertébrés ensuite, les vertébrés enfin, vont arriver sur les continents et à ce moment-là se développer toujours très vite. Ça va toujours très très vite. Une fois que le nouveau milieu est conquis, le nouveau milieu est acquis, le développement est extraordinaire avec toujours cette obsession de conserver les espèces. Alors en ce qui concerne les vertébrés, puisqu'on se dirige vers l'homme, ça ne paraît pas, mais on se dirige vers l'homme, on passe par ce qu'on appelle des amphibiens qui ont une double respiration, à la fois branchie dans l'eau et poumons dans l'air. Et puis certains des amphibiens vont devenir des batraciens, certains batraciens des reptiles, vous connaissez ça par cœur, certains des reptiles mammaliens, certains reptiles mammaliens des mammifères. C'est une classification simple. Aujourd'hui, elle est plus compliquée et plus juste, mais j'utilise celle-là pour aller vite et puis pour vous faciliter la tâche, si j'ose dire, plutôt que par des noms compliqués, mais elle n'est plus utilisée en tant que telle. Et donc, on arrive aux mammifères qui nous intéressent, puisque nous sommes des mammifères. Et ces mammifères apparaissent il y a 130 millions d'années. Et ces mammifères sont d'abord 230 millions d'années. Vous voyez, je me trompe dans les euros, là. 230 millions d'années. Et ces mammifères sont d'abord, c'est pour ça que la notion de progrès me plaît beaucoup et que j'y adhère. Ces mammifères commencent par être ovipares. C'est-à-dire que pendant 100 millions d'années, c'est pour ça que mon compte n'allait pas, pendant 100 millions d'années, ils vont pondre des œufs. Ils vont pondre des œufs et ils ne deviennent vivipares, ils ne deviennent susceptibles d'avoir le petit dans le ventre et dans un placenta qu'à partir de 100 millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a là incontestablement un progrès, puisque toujours cette même obsession de la survie de l'espèce, à partir de 100 millions d'années, on est quand même plus à l'aise et plus sûr d'avoir son petit conservé dans son ventre que d'avoir son petit conservé dans un œuf, quoi, en gros. Alors, il y a deux bestioles qui sont, comme vous le savez bien, toujours pondeuses d'œufs. C'est l'échidné et l'ornithorynque. Ce sont des mammifères ovipares d'Australie. Donc, nous voilà chez les mammifères. Ça avance, ça avance. Et parmi les mammifères, il y a plein d'ordres variés. Et ça, toujours pareil, ça se diversifie, non plus seulement dans l'eau cette fois, mais aussi sur la terre, et toujours dans notre direction, dans notre embranchement, parce qu'il faut dire bien sûr que d'autres êtres vivants évoluent dans d'autres directions, n'évoluent pas forcément vers des formes aussi compliquées, n'évoluent pas forcément à la même vitesse. Enfin, c'est très complexe l'histoire du monde vivant. Moi, je la simplifie parce que je voudrais arriver vite à l'homme avant qu'il ne soit l'heure. Et donc, parmi ces mammifères apparaissent ce que l'on appelle les primates. Alors, que sont les primates? Ce sont des mammifères, ça va de soi. Et ce sont des mammifères qui, comme beaucoup d'êtres vivants, se sont aperçus qu'il y avait une niche écologique tout d'un coup disponible. Et cette niche écologique, c'était la forêt d'angiospermes,
c'est un terme un peu compliqué, mais qui veut dire les plantes à fleurs. La forêt d'angiosperme qui, à partir de ce moment-là, se développe. Et qui dit plantes à fleurs, dit plantes à fruits. Or, les primates, c'est-à-dire nous, grands singes, petits singes et humains à terme, eh bien, ces primates, ce sont des insectivores, en fait, qui ont été opportunistes, qui ont trouvé qu'il y avait un joli secteur là qui n'était pas exploité, et qui se sont mis à exploiter la forêt d'angiosperme. Autrement dit, ils se sont mis à devenir grimpeurs et se sont mis à devenir mangeurs de fruits. Je trouve ça très poétique en même temps. Nous descendons de singes, incontestablement de singes, il faut aussi faire, qui sont à la fois intéressés par les arbres qui grimpent avec une agilité extraordinaire et qui sont en même temps consommateurs de fruits. Donc les voilà, ils ont entre 50 et 70 millions d'années, et ces primates-là vont bien sûr faire comme les autres, évoluer, se diversifier, etc. Et vers 10 millions d'années, 10 millions d'années en Afrique tropicale, il se trouve que c'est en Afrique tropicale qu'apparemment ça se passe, mais il y a toutes les chances que ça se soit passé en effet là. Il y a 10 millions d'années, apparaissent parmi ces primates d'autres primates. Et ces autres primates n'ont l'air de rien, mais ils sont très importants parce que ce sont ce que l'on appelle les ancêtres communs des chimpanzés et des humains. Ancêtres communs des chimpanzés et des humains. Donc nos grands-parents, quoi. 10 millions d'années, Afrique tropicale. 10 millions d'années, Afrique tropicale. J'espère que vous passerez une bonne nuit, mais c'est comme ça pour le moment que l'on pense. Donc ces ancêtres communs sont là. Ils vont avoir des petits, et les petits vont se trouver par hasard, les uns dans un milieu forestier, couvert, les autres dans un milieu beaucoup plus ouvert, beaucoup moins couvert, beaucoup plus ouvert, avec une forêt claire et des prairies. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, les êtres pré-chimpanzés et chimpanzés qui vont se développer dans les régions couvertes vont se développer vraiment, vont se compliquer, devenir plus adaptés, mieux adaptés à la forêt, et ils vont évoluer beaucoup. Puisqu'on pense toujours que les chimpanzés n'ont pas évolué, et nous beaucoup, c'est du racisme. Et de notre côté, on va bien sûr s'adapter aussi à ces milieux qui se découvrent, et ça, je ne comprendrai jamais pourquoi, mais c'est l'extravagance de la nature, pour s'adapter à ces milieux mosaïques, dit-on, ces milieux un peu composites, qui sont faits à la fois de forêts claires et d'espaces découverts. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre debout. Quelle drôle d'histoire. Quel embêtement. Hein. Moi, j'ai des ennuis avec ma colonne vertébrale, j'ai des ennuis avec ma circulation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça pompe d'en bas jusqu'au cœur, alors que si j'étais à quatre pattes, j'aurais moins de soucis. Vous me direz, j'ai qu'à retourner à quatre pattes, mais ce n'est pas très commode. Et par ailleurs, la colonne vertébrale, les histoires d'arthrose, un certain nombre de gens d'un certain âge, dont je suis, connaissent bien ça. Donc tout ça, c'est parce qu'on s'est mis debout. Quelle histoire! Et c'est une adaptation qui a pas mal marché, puisqu'on est encore debout. Enfin, moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. 10 millions d'années qu'on est debout, en gros. Hein. Ça finit par fatiguer, quoi. Donc on est debout, et on est debout pour s'adapter à ce monde qui a changé. Et au lieu de ne manger que des insectes comme il y a 50 millions d'années, au lieu de se mettre à manger des insectes et des fruits comme à ce moment-là, au lieu de ne manger que des insectes et des fruits à ce moment-là, il y a 10 millions d'années, on se met à manger des insectes, des fruits et des racines. Parce que ayant ces espaces découverts, on se met aussi, étant debout, à marcher sur les pattes de derrière, c'est-à-dire à marcher un peu, tant bien que mal, et à manger des racines au sol, ça va de soi, en même temps que des fruits dans les arbres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est debout, ça y est, hein, en permanence, debout en permanence. Qu'on est bipède, on marche sur les deux petites pattes postérieures, et en même temps, on continue à grimper. C'était merveilleux, hein. Maintenant, c'est fini. Enfin, moi, je ne grimpe plus, en tout cas. Et donc, ces gens-là, il y a 10 millions d'années, un petit peu moins, mais assez vite quand même. On ne les connaît pas, on les connaît à partir de 7 millions d'années, mais il y en a sûrement antérieurs à ça.
Et ces gens-là sont doubles locomoteurs, sont bilocomoteurs. Ils sont à la fois debout, ils marchent sur leurs pattes de derrière et ils grimpent. Ils grimpent très bien, ils ne marchent pas trop mal. Et ils se nourrissent à terre et ils se nourrissent en l'air. Donc voilà. Et la fameuse Lucie, enfin je dis fameuse parce que c'est un petit peu une enfant, un symbole en tout cas. Cette petite Lucie fait partie de ce monde-là, c'est-à-dire qu'elle grimpe et elle marche à la fois. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, dans mon labo, j'en suis fier, ici à Paris, qu'on a découvert ça. Et à ce moment-là, c'était tout à fait mal reçu et c'était tout à fait mal compris. Et petit à petit, c'est entré dans la connaissance scientifique. Et aujourd'hui, c'est non seulement admis, mais même revendiqué par d'autres, si je puis dire. Mais vous connaissez comment fonctionne aussi la science et les humains et la science. Donc, nous voilà dans ce monde des pré-humains. Et puis un beau jour, je vois que le temps approche, un beau jour, d'il y a 3 millions d'années, nouveau changement climatique, dans le même sens qu'il y a 10 millions d'années, c'est-à-dire qu'on passe de plus humide à moins humide, d'humide à sec. Et il y a 3 millions d'années, le coup de sécheresse est violent. Je pourrais vous le définir tout à l'heure si vous le souhaitez. Et ce changement climatique, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne l'obligation pour tout l'écosystème, pour toutes les bestioles, de se transformer pour s'adapter. Si elles ne s'adaptent pas, elles ne survivent pas. Et moi, il se trouve que j'ai travaillé dans le sud de l'Éthiopie pendant 10 ans. Cette transformation, c'est formidable. Parce qu'il y a des bêtes qui essayent, qui ratent. Extinction définitive. Et puis il y a des bêtes qui essayent et qui réussissent. Mais c'est passionnant. Et c'est en même temps très émouvant. Parce que les essais sont plus ou moins réussis. Et les bêtes qui réussissent sont par exemple les éléphants qui augmentent le fût de leurs molaires, parce que quand on mange de l'herbe, on use beaucoup plus ses dents que quand on mange des feuilles. On a les équidés, les chevaux, qui changent leurs pattes, parce que dans un milieu découvert, on est plus exposé aux prédateurs. Et donc, pour courir plus vite, ils courent sur un seul doigt au lieu de courir sur 3. On a les humains qui vont changer 3 choses. Ils vont changer le système respiratoire. Et du coup, ça va, parce qu'en milieu sec, on ne respire pas de la même manière qu'en milieu humide. Regardez la forme des nez de toutes les populations de la Terre, vous verrez, c'est impressionnant. Et cette respiration, elle va entraîner la descente du larynx. La descente du larynx, ça va implanter la caisse de résonance entre les cordes vocales et la bouche. Pendant ce temps-là, le palais s'approfondit, la mâchoire inférieure se rétrécit, la langue devient plus mobile, et au lieu d'avoir un langage modulé, on a un langage articulé, ce qui permet les 5 à 7 de l'Académie des sciences. Deuxième chose, la mâchoire, il y a moins de végétaux que précédemment. Les préhumains mangeaient essentiellement des végétaux, ils étaient essentiellement végétariens. L'homme va devenir omnivore. Omnivore, ça veut dire quoi? Qui mange les végétaux qui restent, mais qui se met à manger de la viande. Et manger de la viande, ça change sa denture, ça va de soi, mais ça apporte aussi des protéines nouvelles à son cerveau. Et troisième chose, j'ai dit système respiratoire, j'ai dit denture, et maintenant le cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'on en sait? Pas grand-chose, mais finalement pas mal de choses. Il a disparu, donc on ne peut pas le regarder très profondément. Mais on voit d'abord que son volume a augmenté. On voit par l'impression qu'il a laissée sur la face interne de la boîte crânienne que les circonvolutions se sont aussi compliquées. Vous savez, quand il n'y a pas de place, ça plisse. Je disais à mon garçon, quand il était petit, ça lui faisait de très grande impression, si j'ouvrais ta tête, pauvre garçon, et si je sortais ton cerveau, vous vous rendez compte les rêves qu'il a dû avoir à ce moment-là, et si ta maman le repassait, tu pourrais dormir dedans. C'est effrayant de dire ça à son fils. Hein. Mais il a l'air d'être bien, il a l'air d'être normal, parce que ça fait plein de plis, quoi, forcément. Et donc le cerveau plisse, donc il devient de plus en plus compliqué. Et en même temps, son irrigation devient de plus en plus importante. Et ça aussi, ça se voit par les impressions des vaisseaux qui sont marqués sur l'intérieur de la boîte crânienne. Et donc, ces humains se transforment par le système respiratoire supérieur, par la denture et par l'encéphale, par le cerveau. Je dis bien encéphale, parce que c'est à la fois le cerveau et le cervelet. Uniquement
de la manière la plus darwinienne qui soit. J'aime pas beaucoup ce mot, mais j'aime pas trop Darwin, mais enfin ça c'est autre chose. C'est une histoire de confrères, quoi. Et donc, ces gens, ces préhumains se transforment en humains pour inventer des stratégies pour éviter le mieux possible la dent du prédateur, c'est tout. C'est simplement dans un milieu découvert où on est plus vulnérable, éviter de se faire bouffer, quoi, si j'ose dire, mais j'ose dire. Donc voilà. Et puis, il se trouve que, exactement comme pour le début de la vie, on se trouve à un moment où sometimes more is different. On a un niveau d'activité cérébrale qui passe sans doute un seuil, c'est ce qu'on dit, mais on n'en sait rien, en tout cas qui devient d'un degré de complication tel que tout d'un coup, ce petit bonhomme avec prétention, au lieu de ne penser qu'au prédateur qui peut le croquer, il va penser à lui, il va penser aux autres, il va penser à l'environnement, il va penser à l'avenir, il va penser à la mort, et il va anticiper en quelque sorte. Et comment on le sait? Tout simplement parce qu'au lieu de prendre un caillou et de s'en servir, il va prendre un caillou, il va en prendre un autre, quand même, il faut être gonflé, hein, et il va taper avec le premier sur le second pour sortir une troisième forme qui sera sa création et qui sera bien sûr destinée à un propos qu'il a en tête et qui est à venir, Donc il va anticiper, il va fabriquer un outil pour une fonction à laquelle il destine cet outil le lendemain ou le surlendemain ou 8 jours après. Ça va tout changer. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Nous avons développé ce nouvel environnement qui s'appelle un environnement culturel au sein d'un environnement naturel. L'environnement naturel, il avait 14 milliards d'années. Et voilà un environnement culturel qui est notre culture d'aujourd'hui. Et pour un naturaliste et culturel, tout ce qui n'est pas naturel, c'est tout simple. Donc ce n'est pas au sens du ministère de la Culture, hein. C'est plus large que ça. Et donc ce milieu culturel va prendre de plus en plus d'importance, comme vous le savez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré la chaleur, nous sommes habillés. Et c'est pour ça que j'ai un micro devant moi pour que vous m'entendiez un petit peu mieux. Et c'est pour ça qu'il y a de merveilleux prédécesseurs qui sont là en statue. Et je vous ferai remarquer, j'ai vu ça depuis longtemps, je suis rentré ici en 83. Et il y a un médaillon quelque part là qui est vide. Et j'ai vu, c'est par là, et j'ai vu bien des regards de confrères vers ce médaillon vide en se disant bah, on ne sait pas. Voilà, merci beaucoup. Je terminerai sur cette vilaine. Bon, merci beaucoup. Donc, la séance est ouverte aux questions. Je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre. Donc, à vous. À vous. Bonjour professeur. Bonjour. Alain Cognards. Lors de votre conférence à Maignelet-Montigny dans l'Oise en janvier dernier, vous nous aviez parlé de l'humanité qui est passée en 2 siècles de 1 milliard à 7 milliards d'individus sur Terre. Oui. Est-ce que ça ne va pas poser un problème d'espace, d'eau potable et de nourriture? Et si le mot de sapiens, qui semble avoir un sens d'autosatisfaction, n'a-t-il pas plutôt un sens d'autocrucifixion quand on voit l'état de la planète? Supposons, vous avez, Monsieur le Président Macron, devant vous, quelles mesures urgentes lui recommanderiez-vous pour préserver l'environnement? Alors, premièrement, je lui dirais qu'il n'y a rien de plus banal qu'un changement climatique, donc qu'il ne se fasse pas trop de soucis. Que bien sûr, vous avez tout à fait raison, on était quelques milliers il y a 3 millions d'années, et puis on est devenu autour de 10 millions il y a 10 000 ans, et puis on est devenu, en effet, 1 milliard en 1815, je crois.
Et donc, en 2 siècles, on est passé d'1 milliard à presque 8 milliards. Hein, presque 8 milliards, vous dites 7, mais vous êtes en dessous de la réalité, là. Bonjour, Monsieur Conyers, d'ailleurs. Et je lui dirais, bien sûr que les choses se sont transformées, bien sûr que cet accroissement de la population est tout à fait extravagante et qu'elle ne peut entraîner que des bousculades. Donc il faut s'y attendre. Et il faut savoir que le climat change et que l'homme y a peut-être participé, en tout cas même si la COP 21 réussit et même si on arrive à réduire de quelques degrés ce qui est attendu, c'est pas ça qui va changer grand-chose au départ parce que il y a une inertie et quelque chose qui est parti, c'est-à-dire que le Groenland fond, 3000 mètres de glace quand même, donc l'eau va monter. Donc, moi j'habiterai au bord de la mer, je vendrai vite ma villa, et c'est une réalité. Alors c'est une réalité, encore une fois, qui est d'autant plus importante que, en effet, cette humanité s'est accrue sur le plan démographique, mais que cette histoire est ancienne. Moi qui m'occupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des monuments mégalithiques, les monuments mégalithiques, ils ont quand même 7000 années, et la plupart de ces monuments ont les pieds dans l'eau, et les pieds dans l'eau, c'est dû à une époque où il n'y avait pas d'humains pour pousser à la transformation du climat. Donc c'est une vieille histoire. Et on triche à ce sujet-là. Par exemple, le lac Tchad. Moi, j'ai étudié le lac Tchad. Et dans un film fameux, qui d'ailleurs a obtenu le prix Nobel, dans un film fameux, on dit qu'on est passé d'un Tchad qui avait la taille de la mer Caspienne au Tchad actuel qui avait 2000 km² quand j'y étais, qui maintenant en a beaucoup moins. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas dû à l'homme. Enfin, quand on est passé de ce grand Tchad, de ce méga Tchad, grand comme la Caspienne, à ce Tchad d'aujourd'hui, à ce lac Tchad d'aujourd'hui, il y avait quelques milliers d'habitants sur ces territoires-là, et c'est pas ça qui a fait la transformation du lac. Autrement dit, le changement climatique existe. Le changement climatique existe et il existera, et même si on le tempère un peu, si même on fait attention et si on fait pas n'importe quoi, bien sûr qu'on va le réduire. Mais il ne faut pas se mettre dans la tête syndrome de ma-belle-mère. On ne va pas retourner à une situation antérieure. On ne va pas retourner à une situation antérieure. Le ministre Nicolas Hulot, qui est un copain, me dit, moi je n'ai qu'un rêve, c'est de montrer à mes enfants ce que j'ai vu moi-même. Je dis, c'est pas la peine, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Ils verront d'autres choses, ça sera aussi joli, ça sera aussi extravagant, aussi extraordinaire, mais ils ne verront pas la même chose que ce que tu as vu. Bon, il faut se mettre ça dans la tête, c'est tout. Ne faites pas comme ma belle-maman, quoi. Donc, M. Conyers, je dirais à M. Macron, bien sûr, faites attention et bien sûr, faites en sorte que l'humanité, dans son ensemble, c'est pas facile d'avoir une gouvernance sur l'humanité tout entière. Donc, réduisent ces effets de serre, ça va de soi, et puis réduisent ces mauvaises pollutions, parce que ça ne fera que du bien. Mais ce n'est pas ça qui va changer les changements. De toute façon, on change, de toute façon, on changera, et de toute façon, vous changerez vous-même. Là, le visage que je vous connais, il ne va pas durer. Hein. Regardez le mien. Donc, on change et on changera toujours. Ça fait 14 milliards d'années que ça dure quand même. On prend une question à droite, là-bas, monsieur. Oui. Bonsoir. Ça marche? Bonsoir. Allô? Oui. Bernard Lechex. Allô? Professeur, confirmez-vous la migration qui aurait lieu depuis l'Afrique via le Moyen-Orient par le sud de l'Inde jusqu'en Australie, qui serait antérieure à la migration vers les zones septentrionales de Chine et d'Europe? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, on a remarqué cette migration qui d'ailleurs serait partie d'Afrique par le Bab el-Mandeb, c'est-à-dire par le sud de l'Arabie. Le Bab el-Mandeb, c'est au niveau d'Aden et de Djibouti. Et c'est un passage maritime qui est aujourd'hui un petit peu élargi, mais qui était beaucoup plus restreint à une certaine époque. Finalement, le creusement de la mer Rouge, c'est 12 millions d'années.
c'est pas si ancien. Mais en tout cas, la sortie de l'homme, c'est évidemment beaucoup plus récent. Mais en tout cas, il serait passé par le Bab el-Mandeb, il serait passé par le sud de l'Arabie, il serait passé le long des côtes orientales de l'Arabie, et il aurait en effet rejoint l'Australie par les côtes, les différentes côtes de l'océan Indien, y compris celle de l'Indonésie, et bien sûr celle du nord de l'Australie. Les datations ont été obtenues par surtout des mesures de paléogénétique. Et la paléogénétique est une science qui évolue beaucoup, qui évolue très vite, qui évolue très bien et qui va bien sûr nous apporter énormément de précision, voire nous changer quelques-unes de nos interprétations, de nos filiations. Et en ce sens, moi, je suis très attentif aux résultats de cette nouvelle science et de ces technologies. Que ce développement, que ce déploiement des hommes, il s'agit d'une cinquantaine de milliers d'années, hein, pas plus, soit antérieur à ce qui s'est passé par ailleurs, je ne suis pas sûr, parce que les autres Homo sapiens sortis d'Afrique, on a vu il n'y a pas longtemps qu'ils avaient au moins 300 000 ans en Afrique. Moi, je pense depuis longtemps qu'ils avaient au moins 500 000 ans en Afrique, mais on peut en reparler. En tout cas, ils seraient sortis d'Afrique autour aussi de 100 à 130 000 ans. 100 à 130 000 ans. Donc 130 000 ans, ça ne fait pas 50 000. Et 130 000 ans, pourquoi? Parce qu'on a des datations en Israël, par exemple, qui atteignent ces dates. On a des datations en Chine qui ont peut-être ces dates. Tout ça, ça confirmé, parce que les datations, ce n'est pas toujours très fiable. Ça dépend des méthodes employées, ça dépend du recoupement des dates. On a beau multiplier les dates, c'est essentiel, hein. Notre métier est un métier d'historien, donc si on n'a pas de bonnes dates, on ne raconte pas l'histoire, on raconte des histoires. Mais quand même, il y a 100 000 ans, il y a un pré-Cro-Magnon ou proto-Cro-Magnon, puisque Cro-Magnon, c'est le nom qu'on donne à l'Homo sapiens en Europe, de manière un peu abusive, parce que l'ayant trouvé au bord de la Vézère, on est fier de lui donner un nom de français. Mais ce proto-Cro-Magnon d'Israël, il aurait une centaine de milliers d'années, et la datation est bonne. Alors que l'Australie a été peuplée avant l'Europe, sûrement pas d'abord, parce que les Néandertals sont là depuis très longtemps, et ait été peuplée avant les Homo sapiens d'Europe, je n'en suis pas convaincu. Mais je m'en fiche, entre nous. Monsieur, Monsieur le professeur, puis-je vous demander quel sera l'impact du développement extraordinaire de l'intelligence artificielle sur l'évolution que vous nous avez présentée? Oui, là, vous m'embêtez beaucoup. Hein. Parce que je vais me vanter, le New York Times, qui devrait sortir au mois de juillet, m'a demandé un article là-dessus. C'est-à-dire ce que je pensais des nouvelles technologies, des nouvelles transformations, de la robotique, du transhumain, des évolutions nouvelles, des nanotechnologies. J'ai vu que Madame la secrétaire perpétuelle avait fait un 5 à 7 là-dessus. Enfin, tout ça, ce sont des technologies extraordinaires qui permettent des choses extraordinaires, y compris manipuler l'atome quand même. Donc c'est fantastique. Et je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de la science d'abord, et qu'il ne faut surtout pas arrêter cette recherche. Il faut comprendre le monde. La science, c'est simplement la description du monde, hein. Et puis la tentative de compréhension de la manière dont il fonctionne, et puis éventuellement ensuite de l'application à l'humain et à l'humanité. Donc, partant de là, je vous dirais, toujours en fonction, enfin j'ai honte, mais du syndrome de ma belle-mère, hein. Je vais vous raconter. Moi, j'étais là il y a 3 millions d'années. J'étais avec des humains qui s'appelaient Homo habilis, et dans cette population, il y en avait qui taillaient leurs cailloux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça faisait tout d'un coup un son un petit peu aigu qui était nouveau dans la nature. Et il y en avait d'autres qui parlaient, qui utilisaient enfin ce langage articulé, d'autres pas encore. Et les autres, syndrome de Babel-Maman, les autres se disaient « Qu'est-ce que c'est que ces types? C'est épouvantable. Qu'est-ce que c'est que cette robotique? Qu'est-ce que c'est que ces sons nouveaux qui font qu'ils se mettent à parler, de quel droit, et ils se mettent à taper sur des cailloux, de quel droit ?» Donc cette histoire de réaction
conservatrice et très ancienne. Il y a 1 million d'années, à peu près 1 million d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes, ce n'étaient pas des Homo habilis, c'était des Homo erectus. Et il y en a un qui, au lieu d'utiliser le feu qu'il avait découvert, a réussi à le fabriquer. Et qu'ont dit les autres, qu'est-ce que c'est que ce type? Il va mettre le feu partout. C'est épouvantable. De quoi il fait notre avenir? La Terre est fichue. La planète, n'en parlons plus. Bien sûr qu'elle va se transformer. Et c'est effrayant. Donc là encore, ma foi, on s'en est sorti. Et en ce qui concerne la situation actuelle, je suis comme vous. Hein. Je n'y connais rien, je n'y comprends rien, et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, bien sûr, de ce que va devenir l'humanité, avec beaucoup de problèmes qui se posent, et je ne suis pas plus malin que les autres, c'est-à-dire que je vous raconte cette espèce d'idée de syndrome de ma belle-mère qu'on peut appliquer aujourd'hui, et je l'applique volontiers, mais je ne sais pas du tout vers où va l'humanité. Donc, dans une certaine mesure, je ne peux pas dire que je suis inquiet parce que ce n'est pas tellement mon genre, mais je suis aussi attentif à cette transformation de l'humanité. Mais n'ayez pas peur, essayez de comprendre, quoi. Nous, on ne fait que ça et c'est formidable. Question ici, là, monsieur. Vous aviez une question? Ma question rejoint un peu la précédente. Il y a eu la matière inerte, puis il y a eu la matière vivante, puis la matière pensante. Que pensez-vous, comment imaginer la suite de l'évolution? Mais donc, comme elle a déjà été posée sous une forme différente, je poserai une autre question. Lorsqu'on met des cellules souches dans une boîte de pétri avec un milieu spécifique, on peut, au bout de quelques semaines, voir commencer à battre dans cette boîte de pétri des cellules cardiaques. Avec la compréhension de plus en plus précise des phénomènes d'auto-organisation, pensez-vous qu'on puisse un jour créer la vie? Alors, dernière question, je ne sais pas vous répondre, mais je suis aussi très impressionné par ces battements cardiaques, en effet, et je n'ai eu qu'un enfant. Mais quand j'ai vu sur cet enfant, quand je l'ai vu sortir de sa maman et son cœur battre, ce qui m'a impressionné, c'est que cette espèce de petit organe allait durer un certain nombre de dizaines d'années, peut-être une centaine d'années. C'est fantastique quand même, hein, et ça continue à battre et ça n'a pas intérêt à cesser de battre, donc c'est très impressionnant. Mais pour revenir à votre idée première, la deuxième, donc je ne sais pas quoi répondre, mais Pascal Cossard, à qui je passe le flambeau, saura mieux répondre que vous. La boîte de pétri, c'est bien, moi c'est pas tellement mon habitude. Donc, en ce qui concerne la première partie, je vous dirais que comme tout a changé tout le temps, et que l'Homo sapiens, finalement, même avec ma générosité, n'a pas plus de 500 000 ans, il y a toutes les chances que sapiens ne dure pas, qu'on passe un jour de sapiens à sur sapiens, parce que c'est vrai que la culture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'environnement culturel avait pris une place considérable, et cet environnement culturel ayant souvent une réponse plus rapide que l'environnement naturel aux sollicitations du milieu, c'est lui qui prévaut. Tant qu'on a la réplique, tant qu'on a la possibilité de parade à une agression extérieure, le sida par exemple, bien sûr que l'on va faire en sorte que ce soit l'environnement culturel qui gagne. Ceci étant dit, il n'empêche que notre corps, notre physiologie, notre anatomie, tout change, tout change. Tout change tout le temps, tout continue à changer. Vous ne vous rendez pas compte, mais tout change. Encore une fois, j'ai un fils dont je suis très fier, comme vous l'avez entendu. Autrement, je n'en parlerai pas, mais c'est rare que je n'en parle pas. C'est le seul que j'ai fait, que je sache, donc quand même pas mal. Et ce garçon, il a 21 ans. Eh bien, il fait comme tous les jeunes gens de sa génération, et sans doute les gens de la génération précédente. Hein. Moi, je suis presque son grand-père, mais je suis son père. Donc, ce garçon, il tapote sur les tablettes d'une manière extraordinaire, extravagante. Il a un toucher qui n'est pas le mien. Et quand j'ai besoin d'informations, c'est lui que je vais voir. D'ailleurs, c'est formidable. Je lui apprends des choses, il m'apprend des choses.
Mais un jour, on a fait un essai de passage à l'IRM. Et l'IRM, tout en tapotant les tablettes. Eh bien, sa tête, c'est clair, incontestablement, dans les parties frontales et préfrontales. C'est un soleil. Je n'ose pas vous dire, mais la mienne, c'était un crépuscule. Donc il y a un changement qui se fait au moins dans la localisation. Bon, il y a beaucoup de questions, mais je vais prendre la question de Jean-François Bach, notre ancien secrétaire Absolument. Interroger un peu plus avant sur les dates, la datation de l'apparition de l'Homo sapiens, parce qu'il y a eu des annonces récentes faites qu'on a vues dans la presse, moi je ne suis pas du tout dans ce domaine. Est-ce que ça change vraiment l'idée que vous aviez de l'apparition d'Homo sapiens, ou plutôt, comme vous avez l'air de le dire, en quelque sorte, vous prédisiez ce type de découverte? Oui, M. Bach, il se trouve que, d'abord en préalable, c'est un peu une question culturelle. Je veux dire que nos amis anglo-saxons, et surtout les Américains, ne peuvent pas, c'est dans leur tête, c'est comme ça, dépasser la donnée, data. Donc quand on dépasse la donnée, on fait un crime de lèse science, et on ne doit pas le faire. Moi, j'ai une formation latine, bien que n'étant pas vraiment latin, mais peu importe, j'ai une formation latine, et j'anticipe. Autrement dit, je pense que quand on trouve un fossile d'un certain âge, on a très peu de chances de penser que cet âge-là est l'âge le plus ancien qui soit. On a très peu de chances d'imaginer qu'on a trouvé le plus ancien qui soit. Donc on peut quand même anticiper et aller un petit peu plus loin, jusqu'aux limites d'une stratégie cohérente, jusqu'à la limite d'un dessin cohérent. Alors ceci étant dit, depuis très longtemps, dans mes cours au Collège de France, j'enseigne le début de l'Homo sapiens autour de 500 000 ans. Ce n'est pas un chiffre en l'air. Enfin, c'est en l'air en ce sens que c'est rond, donc c'est facile à retenir. Mais c'est surtout parce qu'il y a un homme fossile qui s'appelle Rhodesiensis. On aime bien multiplier les noms d'espèces, vous savez. Donc il s'appelle Rhodesiensis, qui ressemble beaucoup à une sorte de pré-sapiens, de prototype de sapiens. Et pourquoi ne serait-il pas déjà sapiens? Dans la classification zoologique, il n'y a pas de pré-machin ou de pré-truc, ou de proto-machin ou de proto-truc. Donc pour moi, c'est déjà un sapiens. Donc cette histoire de sapientisation est ancienne, et c'est pour ça que je lui donnais de manière banale dans mes schémas l'âge de 500 000 années, sans avoir de preuves. Hein. Je n'ai pas de data, je n'ai pas de data à ce sujet-là. Alors, l'histoire de Jean-Jacques Hublin. Jean-Jacques Hublin est un ancien élève, mais ça peu importe. C'est un garçon très brillant, qui a travaillé au Maroc, en effet, sur des sites depuis très longtemps. Il a commencé à travailler au Djebel Irhoud, dans le sud marocain, entre Marrakech et Safi, au début des années 80. Et il se trouve que ce site-là avait fourni depuis longtemps des crânes. C'est une mine de barytine. Et ces crânes, petite histoire, hein, parenthèse, mais je vous la raconte parce qu'elle est drôle, ces crânes-là ont été recueillis par un amateur qui les a donnés à un certain monsieur Inouchi, qui était professeur à Rabat. Monsieur Inouchi les a donnés au Muséum d'histoire naturelle à Camille Arambourg. Camille Arambourg était mon patron et c'est moi qui en ai hérité. Et donc j'ai eu ces crânes de Djebel Irhoud en main, au point que l'exposition que j'ai faite sur l'origine de l'homme au Musée de l'Homme en 1978 avait le crâne, un des deux crânes le plus beau du Djebel Irhoud sur sa couverture. Et à ce moment-là, on pensait déjà que c'était Homo sapiens. Mais on n'avait pas la date. On n'avait pas la datation. On a pensé à 40 000, ensuite on a pensé à 100 000, mais pas, en tout cas pas à 300 000. C'est en ce sens que c'est nouveau et intéressant. Et donc, Jean-Jacques Hublin a poursuivi ses recherches là-bas, et il les a poursuivies avec un collègue marocain qui s'appelle Benser. Il se trouve d'ailleurs que j'ai fait passer la thèse, ça c'est, vous savez bien, l'âge fait que c'est rare que je n'ai pas figuré dans un jury de thèse. J'étais dans le jury d'Hublin, j'étais dans le jury de Benser, peu importe. Je me vante, mais ça me fait grand plaisir. Et donc ces gens ont travaillé et ont trouvé beaucoup d'outillages, parce que le bonhomme, il n'était pas tout seul, il était là avec ses outils de pierre, et ces outils de pierre avaient été en partie brûlés.
Et le fait qu'ils aient été brûlés leur a permis à Jean-Jacques Hublin et à Abdelwahed Benser de faire des datations par thermoluminescence. C'est une technique particulière qui utilise donc la chaleur d'une certaine époque pour obtenir l'âge de cette époque en question. Et c'est là donc qu'ils ont obtenu 300 000 ans. Et la datation est importante, est intéressante, sans être record. Elle est importante parce qu'elle permet de voir que l'Homo sapiens est déjà en route. Je n'ose pas dire en marche. Est déjà en route, et que du même coup, mais Hublin a été très scientifique à cet égard, tout à fait bien dans ses conclusions, et que ça veut dire que l'Homo sapiens est né en Afrique, et qu'il est né bien avant en Afrique, ce qui me va bien, et qu'à 300 000 ans, il est déjà panafricain. Il est déjà panafricain, mais l'avantage du Jebel Irhoud, c'est que c'est une date très précise, c'est un point du calendrier extrêmement précis, et c'est une bonne date sur un bon fossile associé à de beaux outillages qu'on appelle Middle Stone Age en anglais. Il n'y a pas de terminologie française, mais ça correspond en France à ce qu'on appelle le moustérien. Et en ce sens, c'est une découverte importante. C'est une découverte importante parce que c'est un point fixe, et c'est pour ça que c'est sorti dans Nature. Enfin, je ne veux pas être désagréable, mais c'est parce que c'est un point à partir duquel on peut parler désormais, parce que c'est une donnée. Donc moi, je suis toujours en avance sur mon temps. Regardez-moi, je suis en avance sur mon temps. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a eu plusieurs endroits où l'homme est apparu, parce qu'en Chine, ils disent qu'en fait, ils ne viennent pas d'Afrique. Oui, bien sûr, oui. Vous pensez bien que dans tous les pays du monde, il y a un espoir de participer au berceau de l'humanité, ça va de soi. C'est humain. Il se trouve qu'avec un vieux patron qui s'appelait Camille Rambourg, je dis vieux patron, mais il avait à cette époque-là l'âge que j'ai aujourd'hui, nous étions sur le terrain dans le sud éthiopien et nous avons trouvé le premier fossile très ancien, quand même 2,6 millions d'Éthiopie. Et à partir de ce moment-là, le Négus, à ce moment-là, l'Éthiopie était un empire sous l'autorité d'Haïlé Sélassié Ier. Il n'y a plus eu un discours de l'empereur sans annoncer que l'Éthiopie était une partie, était un des éléments et des morceaux du berceau de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un côté prestige qui est incontestable et dont les États se servent bien sûr dans les rencontres internationales. Donc on ne se rend pas compte de ça quand on fait des recherches, mais finalement ce côté prestigieux n'est pas anodin. Alors la Chine, ça a été pareil. Ça a été pareil, mais pas dans tous les milieux. Moi j'ai eu des collègues chinois qui étaient très dans le cadre du débat scientifique international, qui recevaient les grandes revues internationales comme tout le monde, et qui n'avaient pas du tout cette idée. Ceci étant dit, c'est vrai que la Chine a souhaité être elle-même à l'origine de l'humanité, et il y a pas très longtemps, l'Europe, qui à une certaine époque a voulu aussi être à l'origine de l'humanité, revient encore un petit peu à la surface et à l'attaque avec le fameux Gréco-Pithecus, trouvé en Grèce, qui est extrêmement intéressant et qui est peut-être une radiation des hominidés d'Afrique, mais qui en tout cas n'est pas à l'origine de l'homme. Mais les auteurs de ce dernier papier, qui a peut-être un petit mois, repartaient avec l'idée à l'assaut de cette histoire d'origine européenne de l'humanité. Comme je le disais tout à l'heure, on s'en fiche, quoi. Je le disais tout à l'heure à propos de l'Australie, que l'humanité et que l'homme soit né ici ou là, qu'est-ce que ça peut faire ça, enfin, pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. L'essentiel, c'est la réponse scientifique. Alors, je peux vous raconter une toute petite histoire. J'ai travaillé en Chine beaucoup, et je me suis trouvé un jour dans une assemblée chinoise officielle, c'est-à-dire que c'était des scientifiques, mais aussi des politiques, etc. Et le directeur de l'Institut IVPP, Institut of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Institut de paléontologie des vertébrés et paléoanthropologie, me dit: est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Je dis oui, je veux bien. Donc je dis: l'homme est né en Afrique.
Ça a acheté un froid. Hein. Mais il n'est pas resté longtemps. J'ai essayé de me rattraper. Il est vite sorti d'Afrique. C'est pas vrai, d'ailleurs, il y est resté aussi, mais ça ne fait rien. Et il s'est déployé à travers toute l'Eurasie. Et il est arrivé au bout de l'Europe, et l'Europe n'a pas été très généreuse, elle l'a gardé très longtemps, tandis que l'Extrême-Orient a été à l'origine du peuplement de l'Amérique, ce qui est vrai, du peuplement de l'Australie, ce qui n'est pas faux. Et donc la Chine, c'est vraiment l'empire du milieu, c'est à partir de la Chine que l'homme a véritablement diffusé. Les applaudissements étaient un peu tièdes. Et l'année suivante, je me suis trouvé dans les mêmes conditions, avec la même personnalité à côté de moi, qui me dit « Est-ce que vous pouvez faire un discours ?» Je dis « Oui, je veux bien. » Et ça a été très drôle, parce que ce monsieur inquiet de ce que j'allais dire, mais se souvenant de ce que j'avais dit l'année précédente, qui après tout n'était pas trop mal, parce que je mettais la Chine en valeur, m'a tapé du coude et m'a dit « Est-ce que vous pouvez dire la même chose que l'année dernière ?» Voilà, donc je n'ai pas été couronné en Chine. Vous ne semblez pas du tout inquiet du réchauffement climatique, vous. Non. Un comportement Trump, ça ne vous inquiète pas du tout. Voilà mais ce n'est pas la plus importante. Vous avez parlé, il y a 10 minutes, du super sapiens. Oui, alors première chose, je suis, évidemment, j'ai l'air comme ça innocent, mais je suis quand même attentif à ce changement climatique. Ce changement climatique ne m'étonne pas. Ne m'étonne pas parce qu'on était encore en glaciation. On était encore dans la glace il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, c'est rien du tout. Il y a 10 000 ans, on se couvrait, hein, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc qu'on soit en période de réchauffement et que ce réchauffement soit un peu plus anormal que celui que l'on attendait, oui. Et que bien sûr, quand on passe d'1 milliard à 8 milliards d'individus en 200 ans, bien sûr qu'il y a un impact. Alors que sur la Terre entière, il y ait des gens qui comprennent ça et qui participent, qui essayent de freiner un petit peu, qui essayent. Mais même, encore une fois, ce coup de frein sera intéressant, important. Puis c'est bien que l'homme soit responsable, mais ce n'est pas pour ça qu'il va arrêter les choses. Hein. Ça, c'est mon avis. Ceci étant dit, qu'il y ait des États qui fassent la mauvaise tête et que l'Amérique continue à exploiter son charbon, après tout, l'Allemagne le fait aussi. C'est pas, enfin, je ne veux pas dire que c'est pas gênant, c'est embêtant, parce qu'on aime bien qu'il y ait unanimité, mais c'est dans l'histoire du concert des nations et dans l'histoire des humeurs des uns et des autres, dans l'histoire des personnalités des présidents, c'est pas surprenant. Alors le sur-sapiens dont je vous parle, c'est simplement l'idée que, ayant pour moi l'expérience du passé, j'ai quand même 14 milliards d'années d'avance sur vous, je pense que le sapiens ne va pas rester sapiens et qu'il va devenir autre chose. Et s'il devient autre chose, j'espère qu'il peut devenir sur sapiens et en ce sens avoir par exemple plus de tolérance, pourquoi pas. Et plus d'humour, ce serait bien, oui. Bon, alors depuis peu, nous retransmettons les conférences en direct et je crois qu'il y a des questions de quelqu'un qui est situé je ne sais où. Donc c'est la première fois que nous allons répondre à un écran. Ah oui, c'est formidable. Voilà, alors c'est une question très brève. Hein. J'aimerais savoir ce à quoi peut ressembler Denisova, si on le sait. Ah oui, Denisova. Denisova, c'est un bonhomme trouvé dans le nord de la Mongolie et trouvé, comme vous le savez bien, grâce aux généticiens, hein, grâce à la génétique et la paléogénétique. C'est quand même assez extraordinaire parce que le premier morceau qu'on a trouvé, c'est une phalange de petits doigts comme ça isolés dans une grotte. Et d'après ce que m'ont dit les généticiens qui l'ont décrit, qui sont des généticiens de Leipzig, il se trouve que ce serait un être, un homme assez proche de Néandertal et sans doute dérivé de Néandertal. Autrement dit, Néandertal apparaît comme une sorte de dérive génétique là-bas en Europe, apparemment, parce que l'Europe est un peu isolée. Donc, quand les espèces sont isolées, vous savez bien que petit à petit, elles dérivent, et c'est souvent ce qui est à l'origine de nouvelles espèces. Et donc, tout à fait au début,
il se trouve qu'il y a une petite dérivation, et qui entraîne Denisova. Donc Denisova s'implanterait sur le rameau de Néandertal. Donc ce serait une sorte de Néandertal dérivé très tôt. Alors très tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire sûrement près du million d'années, 800 000 ans ou 1 million d'années. Et des gens qui ont travaillé là-dessus, comme les gens comme Pebo de Leipzig, qui a été reçu ici d'ailleurs, absolument. Svante Pebo, que je connais bien, donc dit que à ce moment-là, l'ensemble de l'Asie était peut-être peuplé par cet homme de Denisova, tandis que l'Europe était peuplée par Néandertal. Autrement dit, il fait de l'Eurasie une sorte d'énorme territoire avec deux grands peuplements, Néandertal à l'ouest et Denisova à l'est. Et il le dit tout simplement parce que, comme vous savez, quand la marée monte et qu'ensuite elle descend, elle laisse des petites mares. Or, il se trouve qu'il y a des petites mares paléogénétiques, notamment dans les îles de Nouvelle-Guinée, dans ces îles du sud tropical de l'Asie, sud-est tropical de l'Asie, et que ça ressemble à des éléments de Denisova qui seraient en quelque sorte des restes d'un peuplement beaucoup plus vaste. On a une question de Françoise Verne. Là, vous parlez beaucoup d'Homo sapiens, et dans les restes, vous trouvez que des crânes d'hommes, ou bien il y a des femmes aussi Ah oui. Non, là, je m'excuse en effet, mais j'emploie de façon éhontée homme dans le sens humain et pas du tout dans le sens mâle. Donc bien sûr qu'il y a, à partir du moment où on a un certain nombre d'éléments et qu'on fait les mesures adéquates et les proportions de ces éléments, on obtient une courbe de Gauss qui est une courbe populationnelle avec deux pointes, l'une avec les êtres un petit peu plus robustes et l'autre avec les êtres un petit peu moins robustes, bien qu'il y ait de fortes femmes et de petits hommes. Donc les courbes se recouvrent, si j'ose dire. Mais il y a bien sûr des humains à la fois hommes et femmes au Djebel Irhoud, comme il y en a ailleurs, comme il y en a ce soir. Et à quel âge à peu près les gens mouraient? Quelle était la... Oh, c'est tôt, hein. C'est autour entre 30 et 40 ans, quoi. Et les enfants, combien il y avait d'enfants, par exemple? Il y a des enfants. Il y a des restes de jeunes, en effet, avec des mortalités qui varient. Des mortalités tout petites, très très jeunes, c'est souvent le cas, mais des mortalités autrement tout à fait moyennes. Enfin, ce n'est pas extraordinaire sur le plan de la courbe démographique. Bon, nous avons une jeune fille qui voudrait poser une question. Bonjour. Bonjour. J'aimerais revenir simplement sur une expression que vous avez beaucoup utilisée durant les 40 minutes, portant sur l'obsession de la nature d'aller vers le plus compliqué, vers le mieux organisé. En fait, j'ai un peu de mal avec cette idée-là, et je voulais savoir si, selon vous, vraiment la complexification mène forcément à une adaptation ou un progrès, parce qu'il me semble que dans la nature, on trouve quand même des exemples là où on a des phénomènes de réversion, de perte. Et donc voilà, je voulais savoir. Oui, je reconnais que mon explication est très simpliste, et ma voisine pourrait vous le dire mieux que moi. La nature ne s'est pas contentée de se compliquer et de s'organiser tout le temps. La ligne que j'ai suivie, c'était forcément la ligne de l'homme, puisque c'était mon propos ce soir. Et en ce sens-là, le superbe cerveau que vous avez sous votre frontal est l'organe le plus compliqué de tous les organes, de tous les objets que l'on connaisse aujourd'hui dans la nature. En ce sens, comme l'homme, l'humain, n'a que 3 millions d'années, il se trouve que c'est quand même une sorte d'aboutissement aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire du tout que c'est terminé, ce serait ridicule. Mais ça veut dire que c'est aujourd'hui que ça arrive, et cet objet extrêmement complexe qu'est le cerveau, on ne le trouve pas il y a 36 millions d'années, on ne le trouve pas il y a 300 millions d'années, on ne le trouve pas il y a 3 milliards d'années.
C'est comme ça, quoi. Quand on cherche les êtres les plus simples, on les trouve aujourd'hui, mais il y a aussi 4 milliards d'années. Quand on cherche les êtres un petit peu plus compliqués, on les trouve aujourd'hui, mais il y a aussi 2 milliards d'années, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la nature qui, en l'occurrence, l'homme étant au bout, c'est celle que j'ai déployée, si je puis dire, et une partie de la nature qui a l'air de se développer. C'est un constat, hein. Encore une fois, je m'en fiche, hein. Moi je suis scientifique et froid comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Démontrez-moi le contraire, je suis tout prêt à vous suivre dans la mesure où votre démonstration est bonne. Ça m'est égal. Ceci étant dit, le constat est tel que l'homme, on a beau dire, est plus compliqué que le chimpanzé. Moi, les chimpanzés sont très impressionnants parce qu'ils ont des réactions anthropomorphiques. Et ça nous amuse et ça nous étonne. Comme on n'a pas étudié les chimpanzés dans la nature et que tout d'un coup on les étudie dans la nature, tout d'un coup on trouve qu'ils ont des réactions impressionnantes parce qu'on est étonné de se voir comme dans un miroir. Mais ce n'est pas étonnant du tout. On a des ancêtres communs, c'est tout à fait normal. Je prends les chimpanzés comme exemple. Mais quand les gens, les scientifiques, les collègues qui étudient les chimpanzés font la liste des actions culturelles des chimpanzés, c'est merveilleux pour eux, et je trouve que c'est merveilleux aussi, mais pardonnez-moi, c'est pitoyable. Par rapport, j'ai honte de dire ça, mais je le dis volontiers, quand on fait le tour de ce qu'un chimpanzé peut faire, c'est fantastique, mais par rapport à ce que font les hommes, c'est minable, quoi. Il n'y a pas de science, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'intérêt pour l'autre, pas beaucoup en tout cas. C'est une question plus quantitative que qualitative, hein, je dis bien. C'est-à-dire qu'on passe de manière continue de ces gens-là aux préhumains et des préhumains aux humains, etc. C'est-à-dire que je ne dis pas que les chimpanzés sont à rejeter, je ne dis pas qu'il y a l'animal, puis pof, tout d'un coup, ou l'homme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait, tout ça est tout à fait lié, tout à fait relié, et c'est très intéressant. Je vais vous raconter une histoire que j'aime bien, avec quelqu'un que des gens ici ont sûrement connu, c'est Jean-Jacques Péter. Jean-Jacques Péter était directeur du zoo, et il était prof au muséum. Et un jour, on a souhaité voir si les chimpanzés étaient vraiment malins, et on a inventé une histoire un peu stupide, mais c'est de mettre des bananes au plafond d'une pièce, vous vous rendez compte, c'est comme ces malins, et qui étaient suffisamment hautes, perchées, pour que le chimpanzé ne puisse pas les attraper. Et on a mis une table dans un coin, une chaise dans un autre coin, et on s'est dit, si le chimpanzé est malin, il va aller chercher la table, il va l'amener sous les bananes. S'il monte sur la table, il ne peut toujours pas attraper les bananes. Il faut être chercheur pour penser à ça. Hein. Et donc, on a laissé une chaise dans un autre coin, et on s'est dit, si le chimpanzé est malin, il traîne la table sous les bananes, il prend la chaise, il met la chaise sur la table, il monte sur la table, il monte sur la chaise, et il attrape les bananes. Donc on fait ça, on fait rentrer le chimpanzé, et je ne sais pas pourquoi, je dis, comme on est mal équipé au muséum, c'est pas nouveau, je dis à Jean-Jacques, regarde ce qui se passe. Il regarde pas le trou de la serrure, pardonnez-moi, mais on n'avait pas d'autre moyen. Et il me dit, je ne vois rien du tout, c'est tout noir. Alors, je dis, c'est pas possible. On a retiré la clé, non, c'est pas possible. Regarde encore, il regarde et me dit, ah, c'est parce que j'ai vu l'œil du chimpanzé. Donc, merci pour le chimpanzé. Donc on s'est dit, il n'y a pas de doute, c'est un cousin. Et ce à quoi on n'avait pas pensé, c'est que le chimpanzé, avec ses bananes régulièrement chaque soir dans sa cage, si bien qu'il a dû se dire, quelle idée de me les mettre si haut aujourd'hui. Il n'a même pas vu la table, même pas vu la chaise, je pense. Il y a une question par ici. Criez fort ou prenez le micro. Je rebondis sur la question précédente concernant la complexification et l'organisation que vous avez abordée au niveau de la vie, mais même avant la vie, sous réserve de trouver bien sûr un critère qui permette d'évaluer cette complexification. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont elle évolue au cours du temps? Est-ce qu'elle s'accélère ou pas? Tout en sachant qu'au niveau global, quand même, au niveau de l'univers, c'est une désorganisation qui est en train de se faire puisque l'entropie augmente.
l'évolution, puisqu'on appelle ça comme ça, le transformisme, n'a en effet pas une vitesse constante. Et même lorsqu'on l'étudie dans un petit espace de temps, une petite durée, comme je l'ai fait dans le sud éthiopien, quand on passe de, en gros, 4 millions d'années à 2 millions d'années, on voit qu'il y a des transformations, mais qui, de temps en temps, s'accélèrent, de temps en temps font des pauses, et de temps en temps repartent. Autrement dit, c'est à chaque fois une question d'adaptation, et d'adaptation qui sont pondérées en fonction des événements qui se présentent et en fonction de la nécessité d'une transformation. C'est pour ça que je tiens à dire que je n'ai pas de message et que le constat, c'est un constat a posteriori, et c'est un constat d'une certaine transformation vers plus compliquée et mieux organisée dans certaines branches, peut-être beaucoup de branches, beaucoup plus qu'on imagine, mais en tout cas dans certaines en particulier, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des êtres unicellulaires, il y a encore des êtres pluricellulaires, peut-être plus compliqués que les tout premiers, je n'en sais rien, mais il n'y a pas que notre voie, enfin la nature, vous le savez bien, la vie naturelle est foisonnante, elle est d'ailleurs extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, elle est tellement inventive que le travail d'un naturaliste est un travail merveilleux, avec un étonnement permanent de ce qu'il peut découvrir, ce qu'il peut décrire et ce qu'il peut tenter d'interpréter comme adaptation ou co-adaptation. Encore une question qui nous vient d'un écran. Je la donne telle qu'elle. Hein. Que faut-il penser des métissages sapiens-néandertal, d'accord, et les troubles mentaux, principalement la schizophrénie, qu'on leur impute? Alors, je prendrai la chose à l'envers. La schizophrénie, c'est de la poésie. Enfin, c'est drôle de dire que la schizophrénie est de la poésie, mais je veux dire qu'on n'a pas tellement de raison de justifier cette histoire. C'est un petit peu du roman. C'est peut-être vrai, mais on n'a pas les moyens, en tout cas, de le démontrer. Alors, par ailleurs, l'ADN de Néandertal a en effet été décrypté dans plusieurs laboratoires, et notamment à Leipzig. Et cet ADN a été reconstitué à partir de brins d'ADN. Le Pebo, dont on a parlé tout à l'heure, m'a dit qu'il fallait au moins une vingtaine d'échantillons pour que l'un fonctionne. Et brin par brin, avec des recouvrements qui sont difficiles à faire, parce que ce n'est pas du bout à bout, ce n'est pas du recouvrement parfait. Enfin, il y a forcément des paires de bases qui sont les mêmes ou qui ne sont pas les mêmes. Enfin, il faut arriver à joindre tout ça, les deux bouts, c'est le cas de le dire. Donc, Pebo est arrivé à reconstituer l'ADN de Néandertal, c'est-à-dire quand même 3 milliards de nucléotides. Hein. C'est quand même pas mal. Et cette reconstitution lui a permis de voir quels étaient les sites où il y avait en effet des aspects typiquement néandertaliens qu'on ne trouvait pas ailleurs, puisque Néandertal est quand même une dérive génétique et une véritable espèce, au sens zoologique du terme. Et c'est à ce moment-là qu'étudiant les sapiens, il a vu que chez certains sapiens, notamment du Proche-Orient, il y avait des sites comparables, donc il y avait eu de l'hybridation, il y avait eu du mélange entre Néandertal et sapiens. Ça reste très minoritaire, ceci étant dit, ça a eu lieu, et très minoritaire, ça veut dire 2 à 4%. Alors tout à fait au début, alors maintenant il a beaucoup d'échantillons, mais tout à fait au début, c'était amusant parce que Pebo avait choisi une famille sud-africaine, une famille ouest-africaine, une famille française, une famille papoue et une famille chinoise. Et il avait trouvé les gènes de Néandertal, enfin des éléments de Néandertal, chez les Français, les Papous et les Chinois. Ça avait vexé plein de Français, ce qui était ridicule. Ça veut dire que c'est intéressant parce que ça veut dire que Néandertal est bel et bien apparu en Europe, comme on l'avait pensé, et c'est la raison pour laquelle on ne l'aperçoit pas du tout en Afrique.
et que c'est donc en Europe ou au Proche-Orient, parce qu'il a reflué ensuite, il est apparu en Europe, puis ensuite il a reflué vers Proche-Orient, Moyen-Orient et assez loin. C'est donc apparemment au Proche-Orient qu'il aurait eu cette interfécondité probable, puisqu'il nous reste ce petit pourcentage de Néandertal en nous. La spéciation, c'est intéressant à dire. La spéciation, c'est tout simple. Il se trouve qu'un petit groupe de personnes, quand on additionne les génomes, représente un génome global qui est forcément différent de la grande population qu'on vient de quitter. Si vous additionnez les génomes de ceux qui sont restés dehors par rapport au génome de ceux qui sont ici, vous aurez forcément des résultats différents qui feront qu'il y aura des petits comparables au début et puis ensuite des divergences qui vont s'accuser. Vous êtes entré par la porte, là, imaginez qu'elle se ferme tout d'un coup et qu'on ne puisse pas la rouvrir, des deux côtés. Hein. C'est ouvert des deux côtés. Donc on ferme des deux côtés, on ne peut plus sortir. Donc d'après je ne vois pas très clair, mais quand même, d'après ce que je vois, d'après les visages que je vois, il y a de l'interfécondité possible. Eh bien, si on reste comme ça entre nous, avec notre petit génome comme ça de cette soirée, on va forcément faire des petits, et ces petits vont forcément faire d'autres petits. Et au bout d'un certain nombre de milliers d'années, quand les portes s'ouvriront, on sera surpris de voir que les petits Parisiens auront une toute autre tête, une toute autre allure que nous. C'est pour ça que moi je compte beaucoup sur le peuplement des autres planètes, Mars par exemple, parce que ça fera comme d'habitude dans l'humanité, vous savez bien. On saura faire, mais on n'aura pas l'argent. Donc on retardera. Et quand on ira voir nos premiers colonisateurs de Mars, ils auront des petits qui auront des drôles de têtes, quoi. Enfin, voilà, c'est une idée comme ça, un peu farfelue, mais j'en ai d'autres. Pierre Corvol. Oui, les animaux aiment bien avoir un territoire et ils gardent leur territoire, ils le connaissent et ils n'aiment pas a priori à s'en échapper. Qu'est-ce qui a fait que finalement, à un moment donné, Sapiens a décidé de partir, de migrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le sud-est asiatique, entre autres? Est-ce qu'on connaît un petit peu les raisons écologiques, climatiques ou autres qui ont pu déterminer ces migrations? Étaient-elles naturelles ou au fond, est-ce que ça n'a pas représenté un effort incroyable pour ces sapiens de partir de leur niche? Oui, alors, je crois, monsieur l'administrateur d'abord, monsieur Corval a été mon administrateur, je parle au patron là. Donc, ce que je pense, c'est que ce n'est pas l'Homo sapiens, mais vraiment l'Homo habilis qui a commencé ça. Les préhumains, qu'on appelle Australopithèque et autres, qu'on appelle Australopithèque, Kénianthrope, Sahelanthrope, Aurorine, Ardipithèque, il y en a un certain nombre quand même. Tous ces gens-là ont l'air très inféodés à leur milieu, comme n'importe quel grand vertébré que vous venez de citer. Ils sont très inféodés à leur milieu, c'est-à-dire que ça s'appelle la habitat théorie, ce qui n'est pas une théorie du tout, mais ça signifie tout simplement que ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les gens sont dans un milieu, si ce milieu se rétrécit, ils rétrécissent leur milieu puisqu'ils vivent dans un monde et pas dans l'autre, et si le milieu s'étend, ils agrandissent leur milieu. Mais à partir du moment où ils sont inféodés à un milieu, ils y restent fidèles. Sauf l'Homo habilis qui d'une part, a vu son régime alimentaire changer. Il est devenu carnivore, alors qu'il était auparavant végétarien. Donc, devenant carnivore, il a élargi considérablement son territoire, parce qu'un carnivore a un territoire beaucoup plus large que n'a un herbivore. Donc, c'était déjà un premier élargissement. Ensuite, devenant carnivore, il est devenu peu mobile, parce que le gibier, il faut aller le chercher, il ne vient pas forcément à vous. Donc il est devenu plus mobile par la force des choses. Ensuite, il a réussi son adaptation démographiquement, ça veut dire qu'il a un petit peu augmenté son effectif. Ensuite, il s'est mis à tailler le caillou, et le caillou taillé, petit à petit, prolongeant son corps, lui a permis peut-être d'attaquer certaines niches écologiques qui n'étaient pas les siennes, en tout cas d'avoir certaines audaces qui n'étaient pas les audaces des préhumains. Ensuite, avec ce cerveau qui s'est développé
il a atteint un niveau de réflexion nouveau, un niveau de réflexion, on peut dire meilleur, en tout cas plus important que les autres vertébrés. Et ce niveau a pu lui donner de la curiosité, simplement de la curiosité. Et tout ceci fait qu'en plus, il se trouve que probablement, il y a à ce moment-là un mouvement environnemental. Je veux dire que, par exemple, pour moi qui ai beaucoup étudié les éléphants, il se trouve qu'à peu près au moment où l'Homo habilis se déploie, les éléphants qui étaient en Afrique se déploient aussi. Le mammouth, qui est d'origine africaine, mais ça, on a de la peine à y croire, mais il était d'origine africaine. Il n'avait pas de poils longs à ce moment-là, c'est tout. Moi, j'en ai trouvé un aux côtés de Lucie, et c'était incontestablement un mammouth. Et ces bêtes-là sont sorties d'Afrique autour de 3 millions d'années, l'homme sans doute un peu moins, 2,5 millions. Mais il a suivi le mammouth dans peut-être le même mouvement, qui était un mouvement d'ouverture de paysage adéquate et de pression de l'environnement adéquate. J'ai eu comme patron au Musée de l'Homme un monsieur qui s'appelait Gessin, Robert Gessin. Robert Gessin était allé au Groenland dans les années 33, 34, 32, 33, 34. Et il me disait comment fonctionnaient ces populations. Ces populations étaient un petit groupe. Ce petit groupe chassait et cueillait en fonction des saisons à une certaine distance du camp de base. Et la certaine distance, c'était quelques dizaines de kilomètres. Et quand les conditions étaient favorables, quand il y avait beaucoup de phoques et que les naissances entraînaient des survies de jeunes enfants, le groupe grossissait et le groupe dépassait un certain seuil qui faisait que leur environnement n'était plus viable. Et à ce moment-là, une ou deux familles, ou trois familles, j'en sais rien, quittaient le campement et allaient à 50 km installer un nouveau campement. Et je pense, j'en sais rien, mais que le déplacement des humains, au lieu d'être un déplacement en rang par deux en disant on va conquérir la Terre, a pu être comme ça, de proche en proche, une sorte de déploiement d'un groupe, d'un effectif qui, dans de bonnes conditions, a eu besoin d'avoir un environnement plus large, une nourriture plus abondante et s'est déplacé. Vous avez parlé beaucoup, bien sûr, oui. D'adaptation plutôt que d'évolution. Et vous nous avez dit aussi que vous avez un problème avec M. Darwin. Qu'est-ce qui vous gêne avec M. Darwin? Est-ce que c'est l'évolution, la notion d'évolution ou la notion de sélection naturelle? Non, ni l'un ni l'autre. Mais j'admire M. Darwin, que certains de mes collègues appellent Darwin, ce qui déjà est assez condescendant, mais je n'irai pas jusque-là. Darwin est un monsieur génial qui a triché un peu, comme quelques scientifiques de nos milieux. C'est comme ça, hein, c'est un humain. Et donc, il a commencé à sortir des idées qui étaient largement empruntées à Lamarck, qui l'a précédé de beaucoup, empruntées à Buffon, qui l'a précédé de beaucoup, empruntées à son propre grand-père, qui avait émis des idées comparables, empruntées à certains de ses collègues, en oubliant de les citer. Et lorsque ses collègues sont intervenus, il a dit « Ah oui, je voulais vous citer dans l'introduction, mais j'ai oublié. » Donc, ce n'est pas très sympathique. Mais ça, c'est autre chose. C'est en dehors du savant. Et le savant, lui, a repris donc toutes ces idées. Il avait sûrement un grand esprit de synthèse, beaucoup de réflexion. Mais après sa tournée sur le Beagle, qui était essentielle, hein, c'est le terrain que l'on fait nous-mêmes en tant que paléontologue sur le terrain aussi, il est quand même rentré dans sa propriété du sud de l'Angleterre, où je me suis rendu, et il n'a pu bouger de là. Il a travaillé sur ces documents, et il s'est appuyé de façon très intelligente sur la façon dont les humains faisaient de l'élevage pour penser que la nature avait fait la même chose à une autre vitesse, en quelque sorte. Donc la sélection naturelle, elle est toujours valable, elle est toujours très présente, elle est quand même très
transformé par beaucoup de nuances qui ont été retrouvées depuis. Il faut dire que le darwinisme, c'est le milieu du 19e. Quand même, depuis le milieu du 19e, il y a eu des progrès considérables. Et aujourd'hui, on sait que le génome est beaucoup plus fluide qu'on ne l'imaginait. Et il faut prendre en compte bien d'autres choses que les idées de Darwin. Alors c'est pour ça que ça m'agace un peu. Parce que, vous savez, il y a eu des communistes à l'époque, enfin il y en a encore, mais des communistes un petit peu particuliers à l'époque de l'URSS, et qui ne pouvaient pas écrire un texte sans que Marx soit dedans. C'est incroyable. Marx, il a 200 ans, quoi. C'est un grand penseur, mais enfin, parlons d'autre chose. Moi, j'ai reçu mon premier chinois en 78, alors que c'était un type, Wu Yukang, tout à fait extraordinaire, tout à fait scientifique, normal. Il ne pouvait pas parler des découvertes chinoises sans citer Mao. Grâce à Mao. Je dis, arrête. Grâce à Mao, j'ai trouvé ça. Bah, dis, et moi, grâce à Macron, qu'est-ce que je vais trouver? Oui. Donc là, c'est pareil. Les anglo-saxons, regardez, ne font pas un texte, encore aujourd'hui, et il y a des Français qui suivent, ne font pas un texte sans citer Darwin. Zut, quoi. Lorsque le pape, je ne suis pas pour le pape, m'en fiche, mais lorsqu'un pape dans les années 80, je crois que c'était 96, a dit l'évolution, ce n'est pas qu'une théorie. C'est formidable, hein? L'évolution n'est pas qu'une théorie. J'ai acheté le New York Times, le pape reconnaît le darwinisme. Non, zut, l'évolution, c'est quand même autre chose, c'est plus compliqué. Je ne suis pas sûr que ma question soit pertinente, mais je la pose quand même. Si, je suis sûr. On a parlé ce soir, donc bien sûr, d'évolution ou d'adaptation naturelle. Et puis ensuite, vous avez clairement fait la distinction avec le culturel, qui représente une espèce de rupture, je dirais, dans l'évolution. Donc le naturel et le culturel. Je voudrais savoir quelle place, s'il y en a une, vous laissez au surnaturel. Oui, merci des applaudissements. Mais je suis sensible à cette réflexion, bien sûr, et à cette question. Pour moi, le spirituel, on peut appeler ça comme ça, c'est une partie du culturel. Je veux dire par là que lorsque l'homme apparaît avec ce changement de cerveau dont on a parlé, avec cette réflexion meilleure parce qu'il a passé un certain seuil, avec cette anticipation qui tout d'un coup est la sienne, je pense qu'à ce moment-là, et tout de suite à ce moment-là, il a toutes les facettes qui conviennent. C'est-à-dire que les facettes qui se développent aujourd'hui, il n'y a plus de rupture après. C'est-à-dire que ça a été des facettes à la fois intellectuelles, éthiques, esthétiques, spirituelles, etc. Donc je crois que l'homme est spirituel et religieux. Moi, je ne suis pas un philosophe, c'est bien que religieux, c'est un mot sans doute difficile à employer. Mais en tout cas, qu'il l'est dès qu'il est homme, en quelque sorte. Dès qu'il a ce développement cérébral qui lui fait passer un certain seuil de réflexion et qui lui fait apparaître cet élément, cet environnement culturel. Donc je pense que c'est une facette obligatoire. Elle est en nous, elle est essentielle en nous, et elle est apparente dès le début de l'humanité. Alors il est évident qu'on la recherche, hein, on cherche les préhistoriens cherchent dans les fouilles, dans les fossiles, dans les restes des hommes préhistoriques, des objets qui sont recueillis pour rien. Des objets qui sont donc recueillis pour la beauté, pourquoi pas, ça fait partie aussi du spirituel, qui sont recueillis pour l'intérêt particulier, qui sont recueillis peut-être pour des rituels, peut-être pour des choses qu'on ne pourra pas connaître. Et ça, on cherche. Et les tout premiers éléments que l'on a trouvés sont quand même autour de 700 000 ans, 700 000 années. Ce sont des petites coquilles, ça a été trouvé à Java, et qui ont des traces. Alors, vous direz que c'est rien du tout, mais on est accroché à tout ce qu'on peut, parce qu'on cherche des preuves, quoi. Parce que moi, ce que je dis, ça vaut ce que ça vaut. Vous savez bien que j'anticipe, vous l'avez bien entendu. Mais encore faut-il trouver des preuves, puisque en science, anticiper, c'est très beau, mais tant que ce n'est pas démontré, ce n'est pas scientifique, quoi.
Moi, quand je ne peux pas démontrer, je le dis, c'est tout, et je propose. Et en l'occurrence, ces petites coquilles ont donc des traits comme une sorte de première, non pas écriture, mais marque délibérée sur un objet sur lequel on peut inscrire quelque chose. Alors que ça vaut. Alors par ailleurs, dans certains sites, on a des objets extraordinaires, comme par exemple, il y a un site en Inde où on a du cristal de roche qui a été recueilli parce qu'il était beau, quoi, parce qu'il était extraordinaire. Il y a des Néandertaliens d'Arcy-sur-Cure, là, tout près, dans l'Aube, et qui ont été découverts dans leur grotte, et ils avaient recueilli des fossiles d'invertébrés et des minéraux qu'on connaît bien. Hein. On connaît bien ce que sont les terrains fossilifères et les terrains minéraux dans la région, et on sait où ils sont allés les recueillir. C'était à 30, 40, 50 km au maximum. Mais je suis content parce que ce sont des collègues, quoi. Ils ont fait une petite collection, un petit salon d'antiquité, là. Et on a trouvé ça au fond de leur habitation comme des objets pour rien, recueillis parce qu'ils étaient colorés, parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient plus denses que d'autres. Alors vous me direz que c'est loin de la spiritualité, pas tellement. Et dans une certaine mesure, vous voyez, pour répondre à votre question, je vais même aller plus loin. Pour moi, la pierre taillée est déjà un symbole. Un symbole. Et donc, on est tout près, avec le symbole, tout près du spirituel. Le type qui a une forme dans une main, qui a une autre forme dans une autre main, et qui, en tapant avec une forme sur une autre forme, en sort une troisième, il crée quelque chose. C'est bien la première fois. Hein. Les chimpanzés n'ont jamais été pris en délit de fabrication d'une pierre dans la nature. Ce sont les spécialistes qui le disent. En cage, oui, quand ils ont vu comment ça se faisait, ils en fabriquent. Mais autrement, là, c'est une sorte de symbole, de premier symbole. Et ça commence, il y a les premières pierres taillées, 3 300 000 ans aujourd'hui. 3 300 000 ans. Voilà, c'est le dernier chiffre que je peux vous offrir. Question ici. Oui, dans le prolongement de plusieurs des questions qui ont été posées là, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par la fameuse obsession de la nature? Ben, j'en sais rien. C'est un constat a posteriori. Moi, je suis surpris de voir que chaque fois que la matière a la possibilité de se compliquer, elle se complique. Là, elle est dans l'espace, elle est sous la forme de molécules, elle n'en bouge pas. Il se trouve que dans l'eau sur la Terre, elle fabrique des cellules. Alors peut-être qu'elle l'a fait ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, c'est la même réflexion. Et puis, ces cellules vont s'organiser en corps, s'organiser en organes, et puis s'organiser en cerveau. Puis un beau jour, ce cerveau se complique. Et apparemment, il passe, c'est idiot ce que je veux dire, hein, parce que le seuil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il passe un certain degré de complication qui fait qu'il va penser à autre chose. C'est marrant ça quand même. Et l'obsession, pour moi, c'est aussi le fait qu'il y a une multiplication des éléments pour que sur le nombre d'éléments qui vont disparaître, regardez le nombre de pollen et la destruction que ça entraîne, le nombre de cerises sur un cerisier, enfin je ne sais pas quoi, n'importe quoi, sur le nombre d'éléments, tout est fait pour qu'il en reste, quoi, en gros. C'est ça qui me paraît être une obsession. Autrement, si la nature s'en fichait, elle n'en ferait pas tant, quoi. Regardez les petites tortues qu'on voit souvent parce que c'est très spectaculaire. Là où elles naissent, entre là où elles naissent et puis la mer, parce qu'entre les deux, les oiseaux viennent aussi prendre leur butin, pourquoi pas. Hein. Ces petites tortues sont un certain nombre, et le nombre, enfin ça a été compté 1000 fois, le nombre qui arrive à l'eau par rapport au nombre de celles qui sortent de leurs œufs est en effet très, très faible, mais il y a une réussite, il y a quelque chose. Alors justement, ça va dans le sens du progrès, c'est pour moi la même obsession. Le progrès, j'y crois, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit, attention, c'est un terme difficile, un terme dangereux, c'est vrai.
c'est un terme lourd, est-ce qu'on doit y croire ou pas? Moi, je n'arrive pas à ne pas y croire, quoi. Vous voyez la végétation, par exemple, les végétaux, le monde végétal. Le monde végétal se déploie avec des spores. Les spores, c'est très vulnérable, très vulnérable. Dès qu'il y a de l'humidité, la spore est détruite. Donc il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'il en reste un peu, et puis que la plante se reproduise, que l'espèce se maintienne. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a 400 millions d'années, d'ailleurs on a présenté la jeune femme qui a fait cette étude, et qui est belge, je crois, ici à l'Académie. Il y a 400 millions d'années, que fait la nature? Elle fabrique des graines. Et la graine, elle a une petite coque un peu plus dure, et elle est beaucoup plus résistante à l'humidité que la spore. Bon, moi, encore une fois, je m'en fiche, mais c'est le constat, quoi. Je me dis, zut. Alors, figurez-vous que, je vais me vanter encore, mais je suis là pour ça. Ça va me permettre de citer encore ma femme. Les Nations Unies, l'ONU, m'invitent à New York pour parler de progrès. Je me dis, qu'est-ce qui leur arrive? Et je me suis dit, c'est ridicule. Quand il y a des sujets comme ça, très généraux, ça ne sert à rien. On n'avance pas du tout. On parle de choses très vagues. Pour moi, ce qui est intéressant, ce sont des colloques sur des sujets très précis qui concernent mes propres recherches et qui m'apportent des éléments nouveaux, même s'ils sont ténus. Donc, ce genre de truc, ces grandes foires, là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je dis ça à ma femme. Hein, je salue à nouveau les dames ici. Et ma femme me dit, très réaliste, elle me dit, à ton âge, tu sais, on t'invite une fois, il y a des choses qu'on ne t'invitera pas une autre fois. Moi, à ta place, j'irai. Donc, je suis allé à New York leur parler de progrès, et je leur ai dit ça. Je leur ai dit, voilà, j'avoue, je crois au progrès. Tant pis, je crois au progrès. Alors, je ne sais pas si j'ai convaincu, mais vous verrez dans les rapports des Nations Unies bientôt. C'est paru dans le monde diplomatique, d'ailleurs, je crois. Alors, si vous croyez au progrès, peut-être que vous ne croyez pas du tout à l'extinction de notre espèce. Alors, on pourrait peut-être terminer là-dessus. Oui, notre espèce, elle peut bien sûr s'éteindre. Je sais que dans une conférence il n'y a pas longtemps, ça avait été très développé. Et on m'avait posé la question, est-ce que vous pensez que l'humanité peut disparaître? Je dis, oui, bien sûr. Et alors? Et la conclusion de la réunion, c'était, la personne qui avait conclu a dit, je me souviendrai d'une chose, c'est « et alors ?» Bon, tant qu'on est là, profitons-en, mais c'est pas sûr qu'on soit là pour toujours, mais ça n'a pas d'importance. Bon, je pense qu'il est 19h et nous allons terminer cette session. Merci beaucoup. Et alors? Vous avez tout dit.